La genèse de ce projet de monter un team d'athlètes, ça se passe en 2016. On avait lancé nos premiers produits trail en 2014. Donc je suggère l'idée à Marie et à Lionel pour passer un cap, de se dire il faut monter un groupe d'athlètes qui va nous représenter. Vu qu'on n'était pas connus, on s'est dit comment on peut faire. On va lancer un recrutement sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait et on reçoit près de 300 candidatures. Donc il a fallu éplucher tout ça. Sur les 300 candidatures, il y avait de très bons athlètes, mais il n'y avait pas de champion. Les gens ils se disent pas tout de suite je vais aller chez Simalp. Mais donc notre choix a été de faire un pas de côté et de se dire on va choisir plutôt des athlètes. Alors oui, qui sont performants, mais qui vont nous permettre de rayonner et de faire connaître, de nous aider à faire connaître la marque dans ce milieu. On recrute 11 athlètes trailers puisqu'au départ, c'était juste un team de trail, alors que maintenant, c'est plus le cas. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Accompagnateur de moyenne montagne, responsable à la Maison du Tourisme du Pilat, responsable des partenariats, du sponsoring et team manager chez Simalp et également ultra trailer, Florian Olivier vit pleinement sa passion pour la montagne. Passionné de sport depuis son plus jeune âge, Florian a commencé par pratiquer divers sports collectifs comme le volley, le foot et le basket. Sa passion pour le trail est née en 2012 après une décennie de volley à haut niveau. Il a depuis participé à de nombreuses courses, signant notamment des top 100 sur la Diagonale des Fous, ou encore l'UTMB qu'il a bouclé en un peu plus de 27 heures en 2023. Ce que Florian aime du trail, le dépassement de soi, le partage, la convivialité, la découverte des grands espaces et le respect de l'environnement, des valeurs qui lui sont essentielles. Il évoque avec nous dans cet épisode comment il mène de front ses multiples activités et la façon dont il fait coexister au mieux sa passion sportive avec sa vie personnelle et familiale. Il revient tout particulièrement sur son rôle au sein de Simalp et le développement de ses différents teams d'athlètes trail, alpinisme et aventure. J'ai passé un moment très agréable en sa compagnie, je suis certain que ce sera le cas pour vous aussi. Bonne écoute! Cet épisode hors série de Course Épique a été réalisé en collaboration avec Simalp à l'occasion des 60 ans de la marque. Simalp est une marque française innovante et engagée qui conçoit des équipements de plein air techniques et durables au service du confort et de la performance de tous les passionnés de montagne et bien sûr de trail. Salut Florian. Salut Guillaume. Je suis très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode hors série de Course Épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? On est proche du 10, je vais dire. Ouais, la première chose, c'est que je suis très content de faire ta rencontre. Et réciproquement, depuis le temps. Et de passer un moment d'échange que j'espère plein et intéressant. Voilà, on va tout faire pour. Ouais, un vrai plaisir. Lionel, donc le boss de Simalp, le CEO, était à 10 sur 10. Je lui dis, attends, si on finit le podcast, t'es encore à 10, j'ai aucune ambition d'essayer que t'ailles mieux. Donc il est redescendu à 9,5. Mais toi, t'es déjà aussi quasiment au taquet. Là. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, on est haut. C'est déjà bien, voilà. Tant mieux. Cet épisode, donc, il est réalisé en collaboration avec Simalp, la marque avec laquelle toi aussi, tu collabores depuis 2012 avant de l'intégrer en tout cas quelques années plus tard. Je te propose de revenir aujourd'hui. Alors, je pourrais t'appeler Flo, il n'y a pas de... tout le monde m'appelle Flo, donc j'y vois Let's go, absolument aucun inconvénient. Parfait. On va revenir donc sur ton parcours de vie, Flo, aujourd'hui, ton parcours sportif, ce qui t'anime, ton rôle notamment de team manager au sein de Simalp. Et puis tu nous donnes aussi à découvrir un peu plus l'envers du décor aussi de cette marque à laquelle tu es si attaché. Comment démarre ton année 2024 ? On est en avril, ça fait 3 mois. J'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire. Elle démarre sur les chapeaux de roue. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que je suis quelqu'un de passionné et qui aime cette vie pleine et riche. Mais en tout cas, voilà, j'ai la tête dans le guidon et j'ai l'impression que ça s'arrête pas et que je reste baissé. Et j'espère qu'à un moment, ça puisse se calmer un petit peu. Donc, j'ai la chance d'être en congé à la fin de la semaine. Donc, j'espère que ça va me laisser une petite respiration. Flo, on enregistre cet épisode le 10 avril et figure-toi qu'il y a 112 ans jour pour jour, le Titanic prenait son premier et dernier départ du port de Southampton en Angleterre et comme chacun sait, il heurtera ensuite un iceberg le 14 avril et coulera le lendemain. Est-ce que tu as déjà pris le départ d'une course en disant qu'elle allait ressembler un peu à la destinée qu'allait connaître le Titanic ou est-ce que tu es toujours
bien et dans les bonnes dispositions mentales et physiques sur une ligne de départ, ou tu as déjà eu des incertitudes? Alors, je pense que maintenant, avec l'expérience, j'ai de moins en moins d'appréhension au départ de grandes courses. Ça peut surtout faire ça au départ des grandes courses. Mais c'est sûr que la première fois que je me suis engagé sur un format très long, il y avait cette part d'inconnu. Et puis, c'était sans doute, on parlait beaucoup moins d'ultra que maintenant. Et je t'avouerais que je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. T'as pas rencontré d'iceberg en tout cas, visiblement. Non, j'ai pas rencontré d'iceberg parce que c'était dans le sud de la France et il faisait un petit peu chaud. Flo, je te propose de rentrer dans le détail de ton parcours. Tu connais le podcast, donc tu vois à peu près ce qui t'attend. Je vais te demander de te présenter, mais je vais t'imposer à ce stade une contrainte. Tu ne peux pas parler de sport. Donc, qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir de toi qu'ils ne connaîtraient peut-être pas, pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas? Je suis Florian, j'ai 42 ans. Alors, c'est une année normalement qu'on ne cite pas pour un Lyonnais comme moi. C'est l'année un peu honnie. Je suis papa de 2 grands enfants, 2 grands garçons qui ont 13 et 15 ans. Voilà, je me définis comme quelqu'un de passionné. J'essaye, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, d'aller un peu plus en profondeur. Je travaille dans 2 domaines, celui qui nous concerne aujourd'hui, donc pour une marque outdoor, et puis je travaille également pour un office de tourisme. Je suis un amoureux des territoires de France et de Navarre, et j'en ai fait mon ou mes métiers, puisque je suis également accompagnateur en montagne. Tu as hyper bien respecté les consignes. Rien qui ressemble au sport. Il y a eu outdoor, montagne et tout ça, mais globalement, tu as quand même été... Ouais, je pense avoir été faire et avoir respecté la consigne. Ouais, absolument. Et l'office du tourisme, donc, c'est le Pilat, c'est ça? Exactement, un petit massif au sud de Lyon, à pas confondre avec un autre territoire de France qui a un petit peu plus de renommée que nous, parce que c'est la plus grande dune d'Europe. Mais non, moi, c'est un massif qui a tout son charme, qui est à 3/4 d'heure au sud de Lyon. On va remonter un peu le temps ensemble, Flo, pour commencer, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, tes premiers souvenirs d'enfant? Quel souvenir toi tu gardes de cette période? Ce qui était tes plaisirs de l'époque? Où est-ce qu'on pouvait te trouver si on te cherchait un après-midi, un mercredi après-midi? Alors, aussi loin que je puisse me souvenir, donc moi je suis né dans la banlieue est de Lyon, dans une commune qui s'appelle Dessines-Charpieu. Alors, je ne suis pas né à Dessines-Charpieu, je suis né à Villeurbanne, mais j'ai passé mon enfance là-bas. Et les souvenirs que j'ai de ma tendre enfance, les mercredis, c'était sans doute jouer des matchs de foot endiablés sur le terrain de foot qui était entre nos barres d'immeubles, ça je m'en souviens. Et puis aussi, on aimait faire des jeux à cette époque-là qu'on appelait des chasses à l'homme. On avait des garages souterrains dans nos immeubles, et voilà, on jouait entre amis à ça. Donc il fallait se courir après, se trouver? Ouais, c'était se retrouver. Nous, on appelait ça la chasse à l'homme. Voilà. Donc ça, c'est mes souvenirs les plus lointains. D'autres souvenirs que j'ai qui me ramènent à ma jeunesse, c'est les souvenirs avec mon grand-père maternel, qui m'a sans doute donné cet amour de la nature. Voilà, et c'est lui qui m'a fait découvrir la pêche. Après, j'ai passé pendant toute mon adolescence de longues journées, voire même vacances à la pêche. J'ai fait des stages de pêche. Donc ça a été formateur, et ça a guidé, je pense, ma formation et mon parcours plus tard, ouais. Et mon amour de l'environnement et de la nature. Je trouve que la pêche, j'aime beaucoup le film Et au milieu coule une rivière, ouais. Et voilà, qui est une vraie analyse de son environnement, et où on essaye de se mettre à la place du poisson. Donc voilà, un peu mes souvenirs de ma plus tendre enfance, ouais. Et donc, ça veut dire que tu avais un tempérament assez patient et apaisé, ou plutôt tonique, ou finalement les deux dans des registres un peu différents? Non, je pense être quelqu'un, mais même encore maintenant, je pense être quelqu'un de calme et posé, qui analyse beaucoup, qui est très à l'écoute. Donc oui, je pense que ça a forgé mon caractère. Tu as commencé donc à parler de sport, notamment du foot. Le sport collectif au global c'est un peu l'histoire de ta vie, on peut le dire, en tout cas ton enfance, très très présent. Même déjà ton papa, je crois, qui était arbitre de basket, si je dis pas de bêtises, en tout cas très passionné. Et puis toi, le volley aussi, qui a joué une place assez centrale. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment ces sports-là ont trouvé leur place dans ta vie, en tout cas le volley? On a le droit de parler de sport maintenant? Ah bah ouais, pardon, j'ai pas dit. On ouvre les vannes. Bien sûr, bien sûr. Alors oui, moi je te l'ai dit tout à l'heure en préambule, je suis un passionné, et donc le sport, ça fait aussi partie de mes passions. J'ai pratiqué quasiment tous les sports, et notamment les sports co. Donc j'ai commencé par le basket étant petit, enfin même j'ai commencé plutôt par de la gym, voilà, juste au corps et tout ce qu'il faut. Alors très peu, je crois que j'ai fait 1 ou 2 années de gym, j'en ai très peu de souvenirs. Après basket, je suis venu au foot dans mes années primaires. En fait, pour se retrouver à jouer avec les copains, il fallait faire du foot.
Et ça a été des belles années de sport. Je suis revenu juste avant de partir au lycée faire 2 années de basket. Et puis après, dans mes études, je suis parti faire des études en lycée agricole. J'étais interne et donc j'avais plus la possibilité de pratiquer du sport licencié ou dans le cadre d'un club parce que j'étais pas là le mercredi. Enfin voilà, c'était difficile à structurer, à organiser au niveau de l'entraînement. Donc j'ai plutôt fait du sport UNSS en continuant à faire un peu tous les sports collectifs. Et arrivé en BTS, dans mon lycée, il y avait une équipe qui était plutôt bonne en volley. Et donc je suis allé faire du volley dans le cadre UNSS dans ce lycée et je me suis passionné pour le volley. Et en finissant mes études, je me suis dit, faut que je me trouve un club de volley. Donc je suis revenu dans la région lyonnaise et puis à cette époque-là, c'est monté une équipe dans laquelle j'ai été intégré. Et petit à petit, on est monté assez vite à l'échelon national et j'ai passé presque 10 ans à jouer au volley au niveau national. Est-ce que tu aimais du volley particulièrement ? Moi, je trouve que c'est déjà un sport qui est hyper visuel. Je trouve que ça va très vite, même pour quelqu'un qui comprend pas le volley ou qui connaît pas les règles. Voilà, c'est un sport qui est agréable à regarder. J'ai eu l'occasion d'inviter des amis à venir voir des matchs de volley qui étaient, malgré la méconnaissance des règles ou du jeu, étaient super contents de voir ça. Et après, moi, en tant que pratiquant, je trouve que c'est un des sports collectifs les plus difficiles à maîtriser collectivement. Moi, j'adore les sports collectifs. Enfin, voilà, je trouve que l'effort collectif est vraiment beau. Et au volley, si tu n'as pas de copains, tu ne peux pas jouer. Alors qu'au foot, au basket, au hand, tu prends un ballon, tu fais des tirs, c'est possible. Au volley, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'était quoi ton rêve, enfant ou ado ? Comment tu te projetais ? Le Florian du futur, tu le voyais faire quoi ? Vivre comment ? C'est compliqué. Est-ce que j'avais un rêve, tu vois, de me dire je serais pompier, docteur, médecin, astronaute, je sais pas. Ne me dis pas trailer, je te croirais pas. Non, clairement non. Je sais pas si j'ai déjà eu ce type de rêve-là. Après, je me voyais, moi, ma visée, mon objectif, c'était de travailler dans l'environnement et je pense que je suis pas loin de ça. Donc, voilà. Ouais, c'est la direction que tu as pris déjà dès ton BTS. Exactement. Même avant, dès le collège, on m'a demandé tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? Moi, je veux travailler dans l'environnement. Ah oui, mais c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de place et tout ça. Et donc j'ai quand même mis en place tout mon cursus scolaire pour me donner les chances d'y parvenir. Et puis après, quand on est têtu et qu'on travaille, on arrive souvent à ses fins. Ouais. La course à pied, elle a trouvé sa place à quel moment de façon un peu significative dans ta vie ? C'est arrivé de manière très tardive. Alors, je pense qu'on a tous des facultés d'endurance différentes. Et moi, j'ai toujours eu ces facultés. C'est inné. On n'a pas tous le même moteur, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait des stages de pré-saison ou quoi, j'étais tout le temps devant. Et en fait, à la fin de ma carrière de sport collectif, je me voyais pas ne plus faire de sport. C'était pas possible pour moi. Et juste à côté de chez moi, j'avais un petit club de course à pied qui est organisateur d'une course qui s'appelle le Pila Trail. Et je suis allé faire un test avec eux et voilà, ça m'a plu. Ça me permettait de combiner mes deux passions qui sont à la fois la montagne ou l'environnement et le sport. Et c'était un peu le début de l'essor du trail et ça s'est fait naturellement, quoi. Mais avant, j'avais jamais couru, à part les crosses du collège ou les choses comme ça. Moi, la course à pied, c'était pas. Je préférais courir après un ballon que de courir tu vois, aller faire du demi-fond. J'en ai jamais fait. Ouais. Ta clé d'entrée, là, ça a été le plaisir avant la performance ? Je pense, ouais, et c'est toujours le cas. Je pense que dans la pratique d'un sport, peu importe le sport que tu prends, du moment où tu veux pratiquer à bon niveau, où tu veux conserver ta maîtrise, ta pratique du sport, quelqu'un qui a envie de continuer dans le sport, il faut forcément qu'il ait cette notion de plaisir. Si elle disparaît, je pense que... Au moment où il n'y a plus la performance, on est mal. Non, mais c'est vrai, si tu n'as pas de plaisir du tout, si tu l'oublies complètement, et qu'à un moment tu es moins performant, les deux, je pense que les deux sont complémentaires. Voilà. Tu as eu vite envie d'allonger les distances, eu ce sentiment que les efforts longs, tu allais de plus en plus se diriger vers ça ? Ou ça s'est vraiment fait de façon très progressive et avec des occasions ? Je pense que ça s'est fait de manière naturelle. J'ai pas eu de volonté de me dire... tu vois, maintenant, quand tu discutes avec les gens, tout de suite, ils disent moi, je veux faire un ultra, moi, je veux faire 80. En fait, moi, je me suis mis à courir, c'est ce que je t'ai dit, de manière un peu impromptue, insolite. Et puis, rapidement, vu que j'ai l'esprit de compétition, j'ai eu envie d'accrocher des dossards parce que, si tu t'entraînes, c'est pour voir si ton niveau augmente.
Et puis j'ai commencé par des courses courtes, moi déjà me dire faire 10 ou 15 km, quand on parle d'il y a une quinzaine d'années, c'était déjà beau. Et puis tu fais 10, 15, et puis tu te dis peut-être je vais faire 20. Les 2 premières années, je suis resté plutôt sur ces formats courts, et puis de manière assez progressive, voilà, je suis monté sur des distances plus longues, jusqu'à arriver au moment où tu te dis tiens, ouais, cette course-là qui fait 140 km, ça serait bien de la faire. Et, tu vois, c'est assez... Et on revient un peu au début de notre discussion, de se dire, quand je suis arrivé au début de cette course, donc qui était l'UTCAM en 2014, je suis arrivé au début de ce truc-là, sur la ligne de départ, en me disant... Qu'est-ce que je fais là? Mais après, j'ai trouvé... la réponse elle est venue sur le chemin? Ouais, tu l'as su? T'as compris en tout cas? Ouais, j'ai compris. Enfin, moi, j'aime l'exploration des montagnes, avec un dossard ou pas. Et je trouve que ces efforts longs, quand on sait pourquoi on les fait, ils ont un vrai sens. Tu pars pour, entre guillemets, une odyssée. Enfin, voilà, tu pars pour une vraie aventure, en tout cas. Mais c'est pas une absolue nécessité. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Il y a une espèce de surenchère, toujours aller chercher plus loin, plus long, plus fort. C'est pas du tout. Ton point de vue là-dessus, c'est que non. Moi, avec ma casquette d'éducateur sportif, je suis éducateur sportif. Je milite pas et je pousse pas du tout pour cette course à l'ultra distance. D'une part parce que c'est exigeant au niveau familial, c'est exigeant au niveau physique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'exigences. Et puis après, c'est une discipline qui est quand même encore assez récente et on mesure peu l'impact que cette pratique peut avoir sur le corps, au niveau physique, au niveau psychique, même s'il y a de plus en plus d'études qui sortent. Donc non, on revient sur ce qu'on a dit juste avant, c'est garder la notion de plaisir. Si votre plaisir, il est dans l'ultra, ok, pas de souci, allez-y. Si c'est juste pour avoir le maillot finisher et faire beau à la machine à café le lundi matin, ça sert à rien, faites autre chose. Comment est-ce que tu détermines ton agenda de course sur une année? Quelles sont les premières briques que tu poses? Et puis, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que tu aimes bien retourner sur les courses que tu connais? Est-ce que tu as envie d'aller un peu explorer de la nouveauté à chaque fois? Est-ce que ça dépend des gens qui y vont, avec qui tu construis les projets aussi? Alors, la construction de ma saison jusqu'à il y a 4-5 ans en arrière, je faisais ça de manière seule, puisque j'avais pas d'entraîneur et c'était plutôt à l'envie. L'idée d'aller explorer les massifs, c'est là de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Maintenant, ça fait 5 ans que je travaille avec un coach, donc l'idée c'est de bâtir une saison alors qui est cohérente, d'une part en termes de progressivité, j'aime bien ces notions de progressivité. Donc je commence souvent par des distances courtes pour monter petit à petit et faire 1 à 2 ultras par saison. Après, tu me posais la question de savoir si j'aime retourner sur les courses. Pas forcément. Si des courses m'ont plu, oui, j'y retourne. Mais sinon, j'aime bien aller découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux massifs. Tu vois, cette année, par exemple, je vais aller en Autriche. Je suis jamais allé courir là-bas. Donc ça va être une chouette découverte. Quelle course? Ce sera la Mozart 100. Ok. Ouais. Donc aller chercher des nouveautés aussi. Ouais, je pense qu'on parlait du why, pourquoi tu cours, c'est ça, c'est aller découvrir des nouveaux coins, c'est un sport qui est beau pour ça, c'est de se dire, on peut aller chercher nouveaux territoires, nouvelles contrées. Tu me l'as expliqué, tu as pas mal de casquettes sur la tête, entre ta vie personnelle, ta vie familiale, ton travail à l'office du tourisme, plus ton travail au sein de CIMAL, tout ça, ça fait pas mal de choses à gérer. Comment est-ce que tu arrives à bien compartimenter les choses? Est-ce que tu y arrives déjà? Ça va être un petit talent. Tu es peut-être jongleur comme autre métier. Est-ce que tu as aujourd'hui l'impression d'avoir trouvé l'équilibre? Et si oui, les clés en tout cas, et puis les choses sur lesquelles tu ne veux pas déroger. Je crois que sur l'entraînement, tu es très précautionneux de faire de la qualité, pas forcément faire du volume ou passer beaucoup de temps, mais plutôt mieux faire les choses plutôt que longtemps ou beaucoup en tout cas. Je te cache pas que j'ai une vie qui est un peu structurée. L'ensemble de ces casquettes m'oblige à avoir cette structure, tout simplement parce que sinon, j'y arriverais pas. Donc, j'ai déjà un planning hebdomadaire qui est bien structuré au niveau de mes 2 employeurs. Ça veut dire que je sais pour qui je travaille et quand. Ensuite, et combien de temps? Enfin, même combien si de temps, ça déborde. Ouais, quand on est passionné, le temps, on le compte pas trop. Mais en tout cas, je sais quels temps sont consacrés pour quelles tâches. Et ensuite, l'autre paramètre important, c'est la famille. Ma famille, c'est un de mes piliers, donc il faut que je conserve du temps pour ma famille. Donc le sport ne doit pas forcément venir rogner dessus. Et après, je t'en parlais, j'ai fait le choix d'un coach, qui est un coach qui va me permettre de comprendre ça et de l'intégrer. Alors pourquoi j'ai pris un coach? L'une des raisons, c'était de pouvoir cette vraie décharge mentale, de me dire, mon coach, il a mes dispos et c'est lui qui
qui va fixer mes séances en fonction de mon planning et pas l'inverse, me fixer des séances que moi je dois caser dans mon planning. Et donc je travaille avec Sébastien Cornette, donc qui est pas très loin de chez moi, qui a une méthode d'entraînement qui s'appelle Moins courir pour mieux courir. Il a lancé un livre il y a presque 2 ans maintenant qui explique sa méthode et qui me permet de pas forcément travailler sur des séances longues, mais qui sont des séances de qualité. Et je te cache pas que la première année où on a collaboré, on était en sortie de Covid et je suis arrivé à la première course en me disant, je l'ai appelé la veille, je lui ai dit, c'était un 35 km, donc c'était pas très long et j'avais déjà beaucoup d'expérience avant, mais avec une structure d'entraînement complètement différente. Et je lui dis, Seb, je suis pas prêt là. Ça va être le Titanic. J'ai pas assez couru. Et en fait, ça s'est super bien passé et ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. Ouais. Donc tu appliques la méthode à la lettre. Je pense, discipliné ? Je pense que du moment où on fait le choix de travailler avec un coach, il faut lui faire une entière confiance parce que sinon ça marchera pas. Moi, je lui ai donné les clés de mon camion et pour le moment, il en prend soin au niveau de la carrosserie, au niveau des suspensions et tout. Donc voilà. Ouais. Parfait. Flo, je te propose qu'on revienne sur quelques courses qui ont pu marquer ton parcours. Si on regarde ton palmarès, en tout cas le nombre de courses sur lesquelles tu t'es aligné en tapant Florian Olivier UTMB Index, je pense qu'il y a 8 pages à peu près qui défilent ou pas loin. En tout cas, il y a un certain nombre de lignes, en tout cas de courses. Je vais te demander de me répondre un peu en mode rafale, en argumentant un petit peu à chaque fois, mais de façon assez synthétique. Ta course au déroulement le plus inattendu, la plus surprenante? J'ai envie de dire c'est la Diag 2019. Déjà parce que l'île est dingue, même si j'avais eu l'occasion d'y aller, c'est quand même un parcours qui est fou. Après, c'était la course qui me faisait rêver quand je me suis mis à courir. Et après, la dernière chose, pourquoi surprenante, etc., c'est parce que il y a eu 1000 fêtes dans cette course. C'est l'année, enfin voilà, si tout le monde suit un peu l'histoire de la course à pied, c'est l'année où tout le monde se perd. Enfin voilà, moi j'ai fait partie du groupe de tête qui s'est perdu. Alors moins longtemps que les tout premiers, mais je me suis quand même perdu un certain temps. Voilà, après on est passé de -5 sur Kervegen à l'entrée de Taibit 3 heures plus tard où il fait 30. Enfin voilà, c'est une course dingue quoi. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Diagonale des Fous, je crois. Je pense que ça vient pas de nulle part. La course la plus exigeante que tu aies connue jusqu'ici, celle où tu as puisé le plus celle profond. où je suis allé le plus loin, c'est sans aucun doute l'Échappée Belle 2016. Une course tellement belle, magnifique, mais tellement exigeante. Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. 37h40 de plaisir, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, de plaisir, c'est sûr, de plaisir, mais j'aime bien le terme en tout cas. Je te cache pas que j'ai souffert, ouais. J'ai souffert parce que aussi c'était une année où il a fait très très chaud en montagne et ouais, pour te dire, je fais 82 kilos, je suis arrivé, je me suis pesé avant la course, je me suis pesé après la course, j'ai perdu plus de 6 kilos, voilà, donc près de 10% de mon poids sur 2 jours d'effort. Incroyable. Alors je sais pas, c'est peut-être la course où tu t'en es mis particulièrement plein les yeux. Il y en a beaucoup, mais une à laquelle tu penserais. Pour changer un petit peu, j'ai beaucoup aimé les aiguilles rouges. Ok. Ouais. Après, voilà, j'ai ce qu'on disait tout à l'heure, je choisis mes courses en fonction d'où j'ai envie d'aller, donc souvent c'est des jolis coins. Mais les très technique, non? Ouais, c'est très technique. C'est pareil. Hein. Enfin, voilà, moi j'aime ces terrains de montagne qui sont un peu âpres, rugueux. Donc oui, c'est un terrain technique. C'était l'année où on fait, de mémoire, c'était Chamonix-Valorcine par le Brévent. Donc oui, c'est costaud. Ça niaise pas. Ça fait 54, 4000, ça cogne un peu. Ouais. La course que tu n'oublieras jamais? Les deux qui reviennent souvent parce qu'elles m'ont marqué. Et physiquement et mentalement, c'est la Diag et l'Échappée Belle parce que c'est des courses qui m'ont marqué. Celle que tu voudrais réécrire autrement? La Diag. Ok. Tu changes quoi? Je change le fait de m'être perdu parce que après tu peux pas le décider, mais voilà, parce que j'y ai perdu un peu de temps. Et puis après j'y allais avec des objectifs. Souvent quand je m'inscris sur une course, j'ai des objectifs de temps en tête, des objectifs de passage. Et là, je suis un peu en dessous. Enfin, j'étais un peu en dessous. Alors, c'est lié aussi à ma physiologie. Hein. Il y a des gens qui aiment le chaud. Moi, j'ai un corps qui aime pas trop ça. On peut s'y préparer. Donc, je vais avoir la chance d'y retourner cette année. Je vais essayer de mieux m'y préparer pour essayer de faire mieux. Ouais. Comment tu prévois de faire ça? De différentes manières. La première, on a des étés de plus en plus chauds en métropole, donc je pense que ça permet aussi de s'entraîner dans des climats plus chauds. Et puis après, on va avoir et en discuter avec Seb, mais je pense qu'il y a du travail à faire en sauna ou voilà, ce type de choses. Dernière question de cette petite série en rafale. La course de tes rêves que tu n'as pas encore courue? J'ai bien envie de faire le Mute.
Ok. Ou Lavaredo. Lavaredo, j'étais inscrit cette année, j'ai pas été pris au tirage au sort. Ça fait envie. Mute, c'est bientôt là. Ouais, proche. mais c'est pareil, il y a tellement de courses, je sais même pas si j'aurai assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie. Merci beaucoup Flo. On va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour continuer à en savoir un petit peu plus sur toi. Le moment qui a changé ta vie pour toujours. Un moment en tout cas. En tant que papa, il y a 2 moments qui ont changé ma vie. Pas d'incident diplomatique, je ne veux pas être responsable de ça. Non, et voilà, qui ont changé ma vie pour longtemps. Enfin, quand t'es parent, je pense que c'est quelque chose qui change ta vie. Après, dans le reste de ma vie, on va retomber sur quelque chose d'assez particulier. Moi, je crois assez aux rencontres. Alors, je suis quelqu'un de très cartésien et très scientifique, mais je sais pas, je dois avoir une bonne étoile ou un truc. Et la rencontre avec Lionel en 2012, c'est un événement qui a changé la trajectoire de ma vie et qui m'a ouvert tout un champ des possibles. Et c'est un autre événement assez marquant. Ouais. Lionel, donc, on l'aurait dit, le CEO de Simalp. Oui. La chanson qui décrit le mieux ta vie jusqu'à présent? Alors des chansons, il y en aurait 1000, on en a discuté un peu en off, mais j'ai une chanson que j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, c'est lié sans doute à nos générations, même si c'était un tout petit peu avant, mais j'aime beaucoup Don't Stop Me Now de Queen. Ok. Voilà, ouais. Parce que c'est une chanson qui est pleine d'énergie. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite en 202021 qui était c'est la chanson. La feel good song par excellence. Ouais, la chanson qui rend le plus heureux au monde. Donc Okay. c'est vrai que quand je mets ça dans le post, ça me met la patate. Et puis je trouve les paroles cool. Ouais. Je pense à ça, là, en t'écoutant juste avant, il y a un groupe qui s'appelle The Verve, tu connais peut-être Bittersweet Ouais. Symphony. Ouais. Ils ont une chanson qui s'appelle Lucky Man, comme tu disais que tu avais aussi une bonne étoile. Voilà, ça Ouais. pourrait aussi, c'est moins enjoué que Queen, mais c'est aussi très élégant. Troisième question de ce questionnaire de Proust, le talent que tu aimerais le plus avoir? Eh ben, quasiment, tu vois, on va retomber sur la question 2, mais j'aurais adoré savoir jouer d'un instrument de musique. J'ai essayé de m'y mettre rapidement et ça n'a pas l'air d'avoir marché comme tu voulais. Et ouais, non, j'aurais aimé savoir jouer de la guitare, mais en fait, c'est comme tout. Pour le faire, il faut y passer du temps. Et on l'a dit, j'ai une vie qui est tellement cadencée, tellement rythmée que j'ai pas assez de discipline pour pouvoir me mettre à la guitare. Alors sans doute quand je serai à la retraite, pourquoi pas. Mais j'adorerais savoir jouer de la musique. Je suis fan des guitares héros. On en a parlé à midi. Moi, j'ai des musiciens dingues. Enfin, moi, les solos de guitare, par exemple de M, que j'ai vu 1000 fois en concert, ça t'emporte. Ouais, c'est quelque chose qui me transporte, ouais. Et chanter comme Freddie Mercury, ça donne à tout le monde, franchement. Ouais, non, chanter, non. Mais jouer de la guitare, ouais, ce serait cool, ça. Je peux savoir jouer du air guitar, si tu veux. Ah ouais, pas mal. À jeun ou pas. Okay. Flo, je te propose de remonter le temps, peut-être un petit peu moins loin cette fois. On va parler de ta rencontre avec Simalp. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est Lionel, cette première rencontre. En tout cas, le premier souvenir que tu as eu, le premier point de contact. Est-ce qu'il t'a plu du projet et ce qui était important pour toi comme critère? C'est assez marrant, en fait. C'est assez cocasse de comment s'est nouée cette relation. En fait, et en 2012, je reçois un mail d'un certain Lionel Marsan de Simalp. Enfin, non, c'était Lionel de Simalp, mais qui est un mail qui est envoyé dans une mailing list. Et en fait, c'est Lionel qui a mis l'idée à la seconde, qui avait récupéré le fichier des accompagnateurs en montagne de France et qui envoie un mail en disant je suis Lionel de Simalp, je cherche à développer des nouveaux canaux de commercialisation pour ma marque et je pensais au réseau des professionnels de la montagne pour vendre mes produits en réunion. Donc moi je réponds de manière positive en disant je suis super intéressé, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Se passe quelques temps, je pense que ça se comptait même plus en mois que en semaines, et puis pas de nouvelles, donc je me permets une relance. Je renvoie un mail à Lionel, je savais pas qui était Lionel, hein. Je renvoie un mail en disant je vous ai répondu à ce mail-là, j'ai pas de réponse, qu'est-ce qu'il en est? Et Lionel me répond quasiment instantané en me disant oui, votre candidature a suscité mon intérêt, il faut qu'on se rencontre. Et on se rencontre, et là le courant passe, et on commence à travailler comme ça ensemble. C'est-à-dire que on se voyait de manière ponctuelle, et puis moi je récupérais des produits pour les vendre en réunion dans mon réseau, donc aussi bien ma famille, mes amis, mon cercle sportif, etc. Et donc ça c'est vraiment la genèse de la rencontre. De l'artisanat, vraiment. Ouais, presque, ouais. En tout cas à petite échelle. Je vendais ni des boîtes en plastique, ni des sous-vêtements, ni des jouets pour adultes, mais je vendais des vêtements de montagne, quoi. T'aurais préféré vendre des jouets pour adultes? Non. Non. Non, ok. Je laisse ça aux autres. Est-ce
Ce qui t'a plu, toi, ce qui t'a embarqué, c'est avant tout cette rencontre-là avec Lionel, c'est ça le critère? Je pense que ce qui me marque dans toutes mes rencontres, celle qui compte en tout cas, c'est la passion. On est très différents avec Lionel, je pense, mais il y a quelque chose qui nous relie, c'est la passion. On est deux êtres passionnés et c'est vraiment ça qui a marché et c'est pour ça que ça fonctionne encore aujourd'hui. La passion et la confiance. Je pense qu'on est deux personnes de confiance aussi. Tu as rejoint depuis donc Simalp de façon plus durable et plus régulière. Est-ce que tu peux nous donner à comprendre aujourd'hui ton rôle de façon assez pédagogique là, voilà, sur tes champs d'action aujourd'hui au sein de Simalp? Alors en fait, Simalp, j'ai grandi avec Simalp. Et à la fin des années 2010, je faisais tellement de choses pour l'entreprise, je ne faisais plus que vendre des produits, je faisais plein de choses. Et un jour, lors d'une de mes venues ici au bureau, Lionel et Marie me disent Flo, il faut qu'on te voie. Je me suis dit, j'ai fait une bêtise. Et ils me disent non, on veut te recruter. Et j'aime quand même beaucoup mon autre travail à l'office de tourisme, mais on a fait le choix de couper la poire en deux et de se dire voilà, je vais répartir mon temps de travail entre l'office de tourisme et Simalp. Et donc ton rôle là aujourd'hui concrètement, avant de rentrer un petit peu dans le détail et puis dans l'histoire de la construction, notamment de ton rôle de team manager, ton champ d'action aujourd'hui au sein de Simalp? Alors actuellement chez Simalp, quand je regarde en bas de mes mails, ce qui est marqué dans la signature ou sur mes cartes de visite, c'est marqué responsable des partenariats et du sponsoring. Qu'est-ce qu'on met là à l'intérieur? Donc ça va être la gestion de l'ensemble des partenariats qu'on peut nouer, que ce soit avec des destinations, que ce soit avec des sportifs, que ce soit avec des courses, des événements, enfin voilà, tout ce champ-là. Après, je gère aussi en lien avec l'équipe marketing tout ce qui est création de contenu de marque, donc tous les shootings, films, etc. Sur lesquels on peut te voir souvent. Ouais, mais j'essaye de m'y mettre de moins en moins. En fait, c'était la solution de facilité, mais voilà, on a assez vu ma tête, donc j'essaye de placer d'autres personnes. Mais voilà, ça fait déjà pas mal de choses, ouais, quand on met tout ça bout à bout. Cette idée de monter le team, elle remonte à quelques années déjà, qu'il a initié. Et puis, je pense que vous avez une démarche assez originale dans sa mise en œuvre dès le début. En tout cas, l'idée de faire un peu différemment, peut-être aussi contraint par des moyens ou une notoriété qui n'était pas celle, en tout cas pas la plus exposée à ce moment-là. La genèse de ce projet de monter un team d'athlètes, ça se passe en 2016. Marie était arrivée. On avait lancé nos premiers produits trail en 2014. Et donc, je suggère l'idée à Marie et à Lionel pour passer un cap, de se dire il faut monter un groupe d'athlètes qui va nous représenter. On a cette idée en 2016 et vu qu'on n'était pas connus, ou en tout cas, voilà, les gens ne connaissaient pas sur le marché du trail. On s'est dit, comment on peut faire? On va lancer un recrutement sur les réseaux sociaux. On était en plein boom à cette époque de Facebook. Il n'y avait pas encore Instagram, TikTok et le reste. Si, sans doute, mais peut-être des plateformes qui étaient moins utilisées. Et on s'est dit, on va lancer un recrutement sur Facebook. C'est ce qu'on fait et on reçoit près de 300 candidatures. Voilà. Donc, il a fallu éplucher tout ça. Et vous aviez un cahier des charges qui était un petit peu différent peut-être aussi. L'idée, c'était pas forcément de chercher que des champions. C'est surtout qu'on n'avait pas de CV de champion, quoi. Sur les 300 candidatures, il y avait de très bons athlètes, mais il n'y avait pas de champion. Voilà, les gens, ils se disent pas tout de suite, je vais aller chez Simalp. C'est Adidas qui fait ça. Je pense qu'ils reçoivent des chouettes CV, mais nous, voilà, il fallait rester humble et modeste, donc on a reçu des CV de bons sportifs. Mais donc notre choix a été de faire un pas de côté et de se dire on va choisir plutôt des athlètes, alors oui, qui sont performants, mais qui vont nous permettre de rayonner et de nous aider à faire connaître la marque dans ce milieu-là. Et donc voilà, un des premiers objectifs, ça a été celui-ci, donc avec la création de ce team en 2016 où on recrute 11 athlètes trailers, puisqu'au départ, c'était juste un team de trail, alors que maintenant, c'est plus le cas. Et donc là, ces profils-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont des histoires, qui ont un bagage. Quand tu dis leur permettre de faire découvrir la marque, ils ont un pouvoir d'influence ou ils ont eux-mêmes une histoire singulière? C'était un peu de tout ça. C'était avoir des gens potentiellement qui pouvaient nous connaître et être utilisateurs de nos produits, puisqu'on parle mieux d'un produit quand on le connaît, quand on l'utilise. Donc ça, c'était un des premiers critères. Deuxième, c'était d'être potentiellement quelqu'un d'influence. Alors maintenant, quand on parle d'influence, on parle que de réseaux sociaux. À l'époque, c'est pas si loin, mais les réseaux sociaux avaient peut-être une importance un peu moindre. Et donc, c'était des gens qui avaient une sphère d'influence. Ça veut dire qu'ils pouvaient être entraîneurs ou alors qu'ils avaient un gros réseau. Et donc, on a fait ce choix-là. Et assez vite, ça a marché, ouais. Qui prenait les décisions sur le choix de ces athlètes? C'était concerté? Ou est-ce que toi, tu étais un des décideurs?
Alors c'est toujours le cas. Alors c'est toujours concerté, hein. Moi, alors c'est souvent moi qui vais faire le filtre et sélectionner les profils et faire les entretiens, puisque j'attache beaucoup de valeur à l'humain, aux qualités humaines des gens qui vont entrer chez nous. Et donc je m'occupe de toute cette première partie et après je soumets le profil notamment à Marie, puisque Lionel nous fait une entière confiance là-dessus. Le dernier go de principe passe par Marie, mais voilà, je suis quand même assez libre sur ces questions-là. Ce que vous mettiez en avant, toi, ton sentiment à l'époque, pour les raisons pour lesquelles les gens avaient envie de rejoindre ce projet-là, qu'est-ce qui les convainquait, en tout cas chez Simal, pour les intéresser? Je pense que dès le début et encore maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'attirer des athlètes sont nos valeurs et ces qualités dont je te parlais, les qualités humaines. Alors ça peut paraître bateau de dire ça, mais en fait, la plupart des très gros athlètes qu'on a pu attirer chez Simal, par exemple Amandine Ferrato ou alors Marie Dorin, enfin voilà, qui sont des athlètes, Amandine vice-championne du monde de trail, Marie Dorin championne olympique, quintuple championne du monde. Ça a été ces valeurs et un discours sans doute peut-être un peu différent de ce qu'on peut retrouver chez d'autres marques. Ouais. La première brique qu'on pose ensuite, là, une fois qu'on a créé ce premier groupe, tu as les 11 athlètes, c'est quoi ce qu'il faut réussir après? Par quel bout tu prends en fait l'aventure? Mon idée et l'idée de la marque, ça a été toujours de pas perdre le fil, c'est-à-dire garder notre identité forte, mais d'arriver à faire monter en gamme soit nos athlètes en les accompagnant, soit d'aller chercher des athlètes qui nous permettent de passer des paliers. Et on a fait ça d'année en année, de marche en marche, pour arriver aujourd'hui où on a des athlètes incroyables. Ce que je disais, on n'a plus que des trailers, hein. On a 3 grands pôles d'athlètes, donc les trailers, montagne, aventure, les alpinistes, et après on a mis un pôle qu'on appelle aventure, et dans tous ces pôles-là, on a des athlètes exceptionnels, des champions du monde, des recordman des recordman du monde. Enfin, voilà. Très vite, tu as senti là, justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, la désirabilité de Simalp auprès de personnalités très performantes au plus haut niveau sportivement. Est-ce que très vite, ces valeurs, elles ont émergé, ont fait que après ces 11 premiers athlètes, que vous ayez pu rapidement avoir des Amandine, dont tu parlais, des Marie et autres, ça a été finalement plutôt rapide? Enfin, il y a eu un pivot à un moment? Non, moi, c'est les objectifs qui m'ont été fixés par Lionel très rapidement. Enfin, moi, il me challenge en me disant il faut aller chercher. Lionel, il voulait des athlètes, il voulait des champions, quoi. Donc, l'idée, quand on fait ça, c'est d'aller scanner et trouver des profils qui nous correspondent. Donc, moi, mon objectif, ça a été de scanner des athlètes qui pouvaient avoir, en tout cas, sans les connaître personnellement, mais qui pouvaient avoir cette sensibilité en les appelant ou en les contactant, de pouvoir jouer sur la corde sensible et les attirer chez nous. Il y en a un paquet d'athlètes aujourd'hui. Je ne vais pas te faire le test de te demander de me citer les 27. Là, je pense que c'est pas hyper facile. On va éviter ça. Mais la question que j'ai envie de te poser plus sérieusement, c'est il y a un enjeu que je pressens qui est à la fois de garantir une homogénéité et puis en même temps une hétérogénéité dans cette équipe. C'est-à-dire des gens qui opèrent bien ensemble, qui en même temps apportent chacun des choses un peu singulières. C'est une alchimie qui est fine, non? C'est compliqué. Est-ce que tu as le sentiment parfois, sans citer, mais d'avoir des loupés? Enfin, est-ce que c'est compliqué? Puis plus le groupe s'étoffe, j'imagine, plus que c'est complexe à mettre en œuvre? Alors là, on est presque... Enfin voilà, il y a presque 10 années de recul, hein, et donc ce serait te mentir de dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de casting. Il y en a eu quelques-unes, pas tant que ça, et donc ça, je pense qu'on peut s'en féliciter. Qui peut amener une remise en cause aussi de votre côté? Enfin, c'est dans les deux sens. Moi, vu que je suis en charge de ce dossier, oui, ça amène à se poser des questions, de se dire, alors soit qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai pas été assez proche de l'athlète? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des incompréhensions? Donc oui, on peut se poser des questions. Et après, ce que je te disais, je pense que c'est une de mes qualités, c'est d'arriver lors d'un échange de me dire, même si c'est un échange téléphonique, de me dire, est-ce que cet athlète, d'une part, il est sincère, est-ce qu'il correspond à qui on est, et est-ce qu'il va s'assembler justement, est-ce qu'il va réussir à s'intégrer dans notre collectif. Et ça, c'est une de mes premières attentes, un de mes premiers souhaits, c'est vraiment de garder cette cohérence d'équipe. Et on parle souvent de la famille Simalp, et moi c'est une de mes motivations premières, c'est de garder cet esprit de famille. Alors l'idée, elle n'est pas de continuer à faire grandir le groupe d'athlètes. Là, je trouve que on est déjà à des dimensions qui sont importantes, mais voilà, de continuer à bien vivre ensemble. T'es attentif, j'imagine, à la répartition homme-femme aussi? Que ce soit très... Ouais, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. C'est pas tout le temps simple, hein, parce que là, tu vois, ça faisait un petit moment que je cherchais nouvelles athlètes, alpinistes femmes. Et en fait, pour trouver les profils dont je viens de te parler, qui correspondent à qui on est, etc., et à ce qu'on recherche, c'est pas tout le temps simple.
Est-ce qu'on peut parler de cycle de détection? Est-ce que tu as mis en place une espèce de veille, ou est-ce que tu as en tout cas les oreilles et les yeux en tout cas très ouverts pendant toute l'année pour observer un peu et te dire ok, cette personne a une personnalité qui pourrait marcher chez nous ou performe et pourrait être intéressant? Est-ce que tu es très en éveil aussi sur ça, intégrer des nouveaux? J'essaye de rester alerte, notamment la discipline trail. Voilà, je pense que sur le trail, c'est une discipline qui marche beaucoup plus sous forme de calendrier. Il y a une vraie saison, etc. Donc, nos contrats sont établis à l'année. Alors, pour les autres athlètes aussi, mais voilà. Moi, en gros, à partir de la fin du mois d'août, ça correspond avec un petit événement. En combien de lettres cet événement? 4 peut-être? Je pas souvenir. Mais voilà, c'est à partir de là où, même si je peux nouer des contacts avant, mais où on va vraiment entamer les discussions avec des athlètes qui peuvent potentiellement nous intéresser. Puis cette période de discussion, elle s'étend souvent jusqu'à la fin du mois de novembre, pour qu'au mois de décembre, on finalise toutes les parties contractuelles et qu'on sache où on va à partir de janvier. Sur les autres disciplines, c'est moins lié à ces calendriers. Donc, tu vois, ça peut être au projet, par exemple. Ouais, moi, j'ai beaucoup plus de latitude de me dire, même si il y a quelque chose qui m'intéresse, tu vois, j'ai un athlète qui me contacte en cours d'année, on est moins fixé que sur un athlète trail. Ouais. Quelle définition ou critère de succès pour le team? À toi de le mettre justement où tu veux, ce que tu attends et espères d'eux finalement? Moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient fiers, entiers et passionnés. En gros, c'est ça. Fier, pourquoi? Fier de porter nos couleurs et de représenter la marque. Quand on est athlète d'une marque, c'est ça, c'est de se dire, je porte pas la marque juste parce qu'elle m'apporte des vêtements, de l'argent, etc. Ça va au-delà de ça. Tu vois, c'est un peu comme la fierté de porter le maillot de l'équipe de France, quoi. Alors, je me compare pas à l'équipe de France, pas du tout, hein. Mais de se dire, voilà, j'ai la fierté de porter les couleurs, qui après, même plaisir, la motivation dans leur pratique. Les objectifs, ils sont décidés de façon concertée. Ils ont parfois eux-mêmes des écosystèmes. Enfin voilà, c'est quand même, j'imagine, l'athlète qui a la grande part la décision lui revient un peu de ce qui compte pour lui et qu'il ait envie d'aller sur des courses, des événements et de l'accompagner dans ça plutôt que de lui imposer quoi que ce soit. Ouais, au début de notre discussion, on a parlé beaucoup de cette notion de plaisir et je pense que pour être compétitif, il faut avoir cette notion de plaisir. Et si nous, on arrive en ayant une contrainte imposée de te dire, il faut que tu sois là, là et là, l'athlète, il est plus décideur. Et sans doute que cette question de plaisir va disparaître. Donc non, moi, ils sont assez libres sur le choix de leur calendrier. Après, il y a un événement où on est partenaire officiel, où on aime avoir un certain nombre de nos athlètes. Donc on leur suggère d'être présents, mais sans aucune obligation. C'est le moment de le citer, Flo. C'est le Cimalpine Trail. Donc, a lieu au mois d'août, 15 jours avant la grande messe du trail. Donc, ça permet d'avoir un dernier objectif pour aller se forger les jambes ou alors vérifier son état de forme. Et puis sinon, non, on les laisse très libres. Et puis, on a des athlètes qui sont compétitifs. Donc, ils ont envie d'aller sur les grands événements. On n'a pas besoin de les pousser. À contrario, qu'est-ce que toi, tu veux leur apporter? Qu'est-ce qui est important, essentiel? Ton rôle finalement? Moi, mon rôle, j'essaye de leur faciliter leur pratique. J'espère être une oreille attentive, une écoute patiente et attentionnée. Ouais. Quel type de relation là, vous avez justement au quotidien ou pas, dans les périodes de préparation d'objectifs ou pas? Est-ce que c'est une relation qui est suivie? Est-ce que c'est, pour certains, vous ne parlez pas très souvent, mais vous savez que vous serez là l'un pour l'autre quand il faut? Alors non, moi j'essaye de garder un contact régulier avec l'ensemble des athlètes. Je pense qu'on fonctionne comme beaucoup, hein. On a un groupe WhatsApp où moi tous les athlètes sont présents sans distinction. Trail, Alpi, Aventure, tout le monde est présent dans le même groupe. Et ça permet d'avoir une certaine émulation. Là vient de se passer les championnats de France de trail, mais on avait beaucoup d'athlètes. Alors on avait 3 athlètes sur les championnats de France, mais également beaucoup d'athlètes qui étaient en compétition ailleurs. Et voilà, moi ça me permet de mettre des messages, alors même si ça ne m'empêche pas d'avoir des messages à portée individuelle, hein, mais d'avoir des messages aussi collectifs et où on continue à avoir cette émulation où chacun supporte l'autre. Ouais. Dans ta relation aux athlètes, il y a une limite fine aussi, j'imagine. C'est une relation très privilégiée, mais il faut trouver le bon curseur aussi. Vous devez réussir aussi à collaborer ensemble. Enfin voilà, il y a l'humain. Est-ce que ça peut parfois, il y a le risque que ça puisse créer des biais ou trop d'affect et peut-être pas prendre des
décision complètement éclairée parce qu'il y a trop de sentiments finalement? Les moments où il a fallu mettre fin à des histoires sont des moments qui sont jamais simples parce qu'on s'attache aux gens. Enfin voilà, entre guillemets, on travaille sur de l'humain. Et moi, ce que je disais, les gens qui composent cette équipe, je les ai choisis. Donc au moment où il faut s'en séparer, c'est moi aussi qui fais ce travail-là. L'histoire n'est pas gravée dans le marbre. L'idée, c'est pas parce en tout cas, l'histoire avec la marque cesse au niveau du sponsoring qu'on n'aura plus aucun lien. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'athlètes qui étaient dans cette équipe, notamment trail, il y a 10 ans, et avec qui on a toujours des relations assez étroites. Ouais. L'organisation là, qui est mise en place autour d'eux, et puis toi, ta contribution, en tout cas personnelle, vraiment ton champ d'action spécifiquement avec les athlètes, à quel point tu leur facilites la vie ou tu les accompagnes. Et puis au-delà de ça, est-ce qu'il y a un écosystème un peu plus large que tu mets en place autour des athlètes? Moi, j'essaye, ce que je te disais, de leur apporter tout le soutien. Alors déjà, le soutien de la marque au niveau financier et matériel. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils savent qu'ils peuvent me déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit jusqu'à un certain point. Et après, j'essaye aussi de développer et nouer des partenariats. On parlait tout à l'heure de ma casquette en responsabilité des partenariats. C'est d'aller nouer des partenariats avec certaines structures qui peuvent leur apporter un plus. Alors, eux sont libres de nouer des partenariats à titre individuel s'ils ont besoin d'autres choses. Mais voilà, on a des partenariats qui peuvent être d'ordre médicaux ou des choses comme ça pour là aussi continuer à améliorer leur pratique. Ouais. À quel point c'est un plus que tu sois toi-même coureur de très bon niveau? Enfin voilà, est-ce que c'est indispensable ou c'est un atout supplémentaire? Quand je me compare aux autres team managers, il y en a un certain nombre qui ont aussi se passé, voire même parfois beaucoup plus prestigieux que le mien. Moi, je suis, on va dire, un athlète de niveau moyen. Ça me permet quand même de savoir J'échange quand même ma cote UTMB contre la tienne, si tu veux. Ouais, c'est très bien les cotes UTMB ou quoi. Oui, mais on revient sur ce que je te disais. Je suis un coureur passionné qui m'investit dans ce que je fais. Donc oui, ça me permet d'avoir un bon niveau. Voilà, un bon niveau. Mais je suis pas champion du monde. Il y a des team managers qui ont été champions du monde, c'est pas mon cas. Et je pense que oui, avoir été athlète ou être encore athlète, ça permet une certaine compréhension de quelles sont les attentes de tes athlètes justement et de pouvoir les accompagner au mieux dans leur pratique. Est-ce que les athlètes ils sont impliqués dans le développement des produits et à quel moment? De quelle façon? Ouais, carrément. En fait, on a notre équipe produit qui s'est bien staffée là ces derniers temps, puisqu'à l'heure actuelle, on a 4 personnes à l'équipe produit et une 5e qui arrive très prochainement. Et de plus en plus, l'idée, c'est d'intégrer les athlètes au développement produit. Ils sont interrogés à plusieurs phases, soit parce qu'il y aurait potentiellement des produits manquants dans notre gamme, soit quand ces nouveaux produits sont développés, pouvoir les tester et faire des retours sur le prototypage, soit sur d'anciens produits, savoir quelles améliorations pourraient être portées sur ces produits-là. Donc le but, oui, c'est de les intégrer de plus en plus, mais aussi bien les trailers que nos alpinistes, etc. On intervient sur toute la gamme de nos produits. Les athlètes, ils ont aussi l'occasion de se connecter aux collaborateurs. Il y a des rassemblements de façon assez régulière. L'idée, c'est vraiment de créer une famille globale. Toi, tu as eu des échos de notre dernier rassemblement. Je n'ai balancé aucune information sensible. Et pourtant, j'en connais plein. Non, aucune information sensible, mais oui. Ouais, ça aussi, c'est une volonté de notre part. C'est important de garder cet esprit de famille. Exactement, c'est une volonté de notre part. On a encore les dimensions qui permettent de le faire. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, ces rassemblements, de manière historique, depuis 2016, l'idée était de faire des rassemblements mixtes entre les athlètes et l'entreprise. Cette année, c'était encore le cas. On s'est regroupé là il y a une quinzaine de jours. On était dans le sud de la Drôme. Et on était 46, voilà. Et oui, ces événements à caractère festif permettent de continuer à avoir cette fibre qui est particulière. Comment est-ce que ton rôle il a évolué, s'il a évolué depuis les débuts, au moment où est né ce premier team? Qu'est-ce qui est très différent aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est très différent parce que j'essaie en tout cas de rester le même. Je pense que j'ai quand même beaucoup plus d'expérience parce que l'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est construite un peu avec moi. Mais en tout cas, ouais, moi, je garde toujours la même motivation et le même intérêt à développer ce groupe athlète, mais surtout à en conserver l'identité. C'est ce que je te disais. Après, le monde notamment du trail est en train de changer et je me dis jusqu'à quand est-ce qu'on va arriver à garder ça? Est-ce qu'il y a des périmètres sur lesquels tu te sentais peut-être
moins à l'aise au début et que tu as appris à domestiquer. Aujourd'hui, des choses qui, dans ton rôle, c'est peut-être moins simple pour toi? Au niveau du management d'athlètes, Ouais. il y a des disciplines que je connais moins et que je maîtrise moins, puis ça reste des cercles assez fermés. Après, j'ai la chance d'avoir un réseau qui est quand même assez étendu et puis d'être un pratiquant de l'ensemble des disciplines outdoor, alors à des niveaux plus ou moins différents. Mais en tout cas, j'ai la connaissance de l'ensemble des milieux qu'on va supporter. Donc non, j'ai pas d'attente particulière ou quoi. T'as pas des zones d'inconfort ou des choses que tu as apprises qui étaient plus compliquées pour toi à appréhender, en tout cas au début? Non, enfin, pour le moment, non. Après, ce que je te disais, j'ai quand même d'assez grandes craintes sur ce qui est en train de devenir le monde du trail et de me dire est-ce qu'on va garder cette maîtrise et ce potentiel avec ce monde qui est en perpétuelle évolution et très rapide. Je trouve que ça se passe de manière très rapide. Donc là, pour retirer un peu le fil de ce que tu es en train d'évoquer, c'est un peu tous les mouvements là, qui se passent en ce moment, l'espèce de mercato sur les athlètes, sur des budgets qui commencent à devenir extrêmement concurrentiels. C'est à quel point vous pouvez encore tirer votre épingle du jeu et d'autres critères, peut-être que le seul critère financier peuvent encore vous permettre d'accéder à des athlètes avec qui vous avez envie de travailler, c'est ça? Ouais, je pense qu'il va falloir rester smart. C'est ce qu'on fait depuis le début. Travailler peut-être d'autres manières, peut-être aller peut-être dans le monde des académies, former des jeunes et accompagner des talents depuis le plus jeune âge pour les faire grandir avec nous. Ce sera peut-être sans doute. J'ai l'impression que tu nous spoil quelque chose là. En tout cas, c'est une réflexion. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir en tout cas. Ça te préoccupe ou ça fait partie de l'évolution de la discipline et finalement à toi de composer avec? Alors, je pense que ça fait partie de la discipline. Par contre, je pense que les changements sont assez brutaux et je ne sais pas si ça va dans le bon sens. Enfin, quand on écoute les derniers sujets d'actualité dans le trail, ça questionne beaucoup. Tous les sports qui sont professionnalisés, à un moment, ont eu un peu ces sorcières qui dansaient autour de ce sport qui se professionnalise. Et donc, quels vont être les impacts sur la discipline? Bien malin celui qui pourra le dire. Toi, tu as l'impression que c'est une discipline qui va moins te ressembler? Alors moi, je m'étais toujours mis dans l'esprit que de toute façon, à un moment, la compétition m'attirerait moins parce que on a beau faire ce qu'on veut, on vieillit. Et moi, une partie de ce qui m'anime dans le sport, ça reste la compétition. Et je m'étais dit, alors, de manière consciente ou inconsciente, qu'à mes 45 ans, le monde de la compète, il disparaîtrait un petit peu. Alors ça ne veut pas dire que je mettrais plus de dossards, mais j'en mettrais sans doute moins. Ce qui m'attire de plus en plus, alors j'ai pour le moment pas le temps de le faire, mais ce serait des projets off, tu vois, avec une vraie dimension d'exploration sans aucune autre contrainte que celle de me faire plaisir en montagne. On n'a pas parlé de l'international, mais c'est pas dans ton périmètre. Comment ça opère aujourd'hui chez Simalp, la relation avec les athlètes internationaux? Alors, on a une équipe marketing avec le pôle France dont je fais partie, qui gère les athlètes France. Et après, on a un pôle marketing qui s'occupe de l'international et où là, ce sont eux qui vont gérer leurs athlètes directement. Mais on reste assez étroitement en lien. Et Olivier, tu peux être consulté, par exemple? Ouais, Olivier me pose souvent la question. Alors après, il est assez libre dans ce qu'il fait, mais pas plus tard que la semaine dernière, il m'a posé la question sur un profil d'un sportif portugais en me disant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Donc non, je suis consulté sur ces questions-là. Et les autres team managers des autres équipes, est-ce que tu as des relations aussi régulières et des rapports cordiaux avec eux? Alors comme ça, je les connais de nom, mais pas tant que ça, il n'y a pas d'échange. J'ai assez peu de relations. Je connais beaucoup de monde dans le milieu du trail, mais en tout cas les team managers, j'en connais très peu. Flo, je vais faire travailler ta mémoire, te poser là aussi quelques petites questions en rafale sur quelques anecdotes ou moments forts en tout cas, qui soient en lien avec le team. La performance la plus inattendue, ta plus belle surprise, chose que tu n'aurais pas soupçonné, espéré. La plus inattendue, alors, c'est plusieurs. Ouais, non, mais c'est une performance récente, mais où j'en mets deux à égalité, mais c'est la victoire de Marilyn l'année dernière sur le marathon des sables, qui est quand même, qui est quand même quelque chose. Et puis sur le papier, c'était pas la plus forte, en tout cas sur ce type de course, et elle a fait une performance incroyable. Je l'ai vu de près, j'ai eu cette chance, j'y étais aussi. Voilà, non, c'était dingue. Magnifique. Wow. Et puis la même année, c'est Rémi Brassac sur la CCC qui est quand même, quand on va sur les courses de l'UTMB, on sait ce qu'est le niveau de l'UTMB et qui nous sort une 13e place sur l'UTMB. Ça aussi, c'était dingue.
Et on rajoute la petite TDS de Marilyn Oui, aussi. alors là, en on peut- 2023. enfin, un petit voilà, combo, tout ce qui termine par S, MDS, TDS. Ouais, on peut la rajouter, ouais. On met la TDS, mais là, ça veut dire que je cite 2 athlètes, c'est Marilyn et Flavie, puisque Marilyn et Flavie sont Oui, sur le c'est vrai, podium. 1 et 3. Elles font 1 et 3. Ouais. Et ouais, ça aussi. Enfin, voilà, l'UTMB 2023 Bonne cuvée. a été, ouais, enfin, j'ai eu la chance d'y être avec un dossard. Il y avait aussi Bastien sur l'UTMB. Enfin, on était tous les deux sur le grand format. Bastien fait 23, moi je fais 82. Donc voilà. Pas mal. Ton plus grand moment de fierté, alors ça peut être une course, mais ça peut être un autre moment où en tout cas, voilà, où tu dis que tu es à ta place et que ce que tu vis a du sens. Bah, on parlait tout à l'heure de nos regroupements. Alors, je ne vais pas t'en citer un, mais chaque regroupement, je finis ces regroupements alors, dans un état de fatigue intersidérale. Parce que c'est des regroupements. Alors, déjà, on fait du sport. Hein, J'allais dire, c'est évidemment à cause du sport que tu es fatigué. On ne fait pas que la fête, mais on fait du sport. Mais voilà, je finis souvent très fatigué. C'est aussi des moments de cohésion incroyables et j'ai des souvenirs dingues sur ces regroupements. Ouais. Est-ce que tu as le souvenir de déception ou de période un peu moins facile où ça s'enchaîne un peu moins, les résultats ne sont pas là où tu voudrais? Est-ce qu'il y a des moments où tu as traversé du désert un peu plus désagréable? Chez Simalp et avec mes athlètes, non. J'ai pas souvenir de déception comme ça. Où les seules déceptions que j'ai eues, c'est sur des profils ratés, des castings ratés. Ce que je te disais tout à l'heure, voilà, où je me dis, ben ouais, je suis passé à côté. On est réunis aujourd'hui, Flo, parce que c'est un anniversaire, 60 ans de Simalp. Il y a forcément une petite question qui pique, jamais très loin dans le podcast. Tu connais l'histoire. Je connais la question qui pique. Alors là, ça va être 10 micro-questions qui piquent. Ça va être très rafale là aussi. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont le même âge que Simalp cette année. Ok. Certaines oui, certaines non, donc je vais t'en citer 10. Il faut que tu me dises si oui ou non. Ils ont 60 ans en 2024. Okay. T'es prêt? Allez. Je vais essayer de compter en même temps. Nicolas Cage, 60 ou pas? Ah, je dirais oui. Bravo. Michelle Obama? Je dirais non. Si. Oh. Jim Carrey? Oh, c'est dur, ils ont tous hyper dur. Ils sont tous j'ai la pas pris même une grosse génération. amplitude, Ouais, franchement. Ouais. Non. Non, 62. Axl Rose, je sais pas si t'écoutais les Guns N' Roses. Axl Rose, il doit être plus vieux que ça, Axl Rose. Ouais, 62. Pas tellement plus vieux que ça. Ouais. Comme Jim Carrey. 3 sur 4, pas mal. Jeff Bezos, Amazon. Je dirais oui. Ouais, t'es fort. Tu vois mon écran? Non. 4 sur 5. J'ai pas de lunettes pourtant. J'ai pas de reflet. Eddie Murphy. Eddie Murphy, plus vieux, non? Bravo. 5 sur 6, impressionnant. Albert Dupontel. Ouais, Albert, je dirais plus vieux aussi. Non, 60. Ah. 5 sur 7. Valérie Lemercier. Ouais, 60 ans. 6 sur 8, pas mal. Pascal Obispo. Allez, oui. Il a un peu moins, 59. Aïe, aïe, aïe. Et Guy Forget, dernier de ces 10. Aïe, aïe, mais c'est pas possible. Ouais. C'est un peu la roulette russe, j'avoue. Non, facile. il est plus âgé. Il est plus jeune, mais c'est bon quand même. Bon. 7 sur 10. Ouais, c'est pas si mal. Franchement, ouais, c'est hyper dur. Parce qu'en plus, tu m'as fait une fourchette 57-62, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, si je vais trouver quelqu'un de 42 ans ou 86, ça va être trop facile. Flo, il mérite mieux que ça, je peux le bousculer un peu plus. Bon. Bravo, je suis impressionné. On est passé devant tout à l'heure là, en voiture après notre déjeuner, à côté du nouveau siège qui s'appelle le Refuge, qui est sous les feux de l'actualité. Donc, c'est le nouveau projet pour Simalp. En tout cas, voilà, ça va être des nouveaux locaux, ça va être des nouveaux entrepôts. Quel regard tu portes toi sur ce projet-là et sur ce que ça projette de l'avenir pour Simalp? Bah, c'est pareil, c'est dingue, c'est un vrai changement structurel. Je te disais tout à l'heure que j'ai grandi avec la marque. Moi, rien que les locaux dans lesquels on se trouve, je les ai vus s'agrandir. C'est-à-dire que petit à petit, on a rajouté des bureaux avec l'agrandissement de l'activité de l'entreprise et de l'équipe. Et là, ce projet, il est dans la continuité de ça et de pouvoir en être le témoin et l'acteur, c'est super chouette, quoi. Donc oui, ça va nous permettre de continuer notre croissance de manière continue et ça va être chouette. Les autres initiatives, là, ou les projets, les grands rendez-vous de l'année des temps forts, peut-être, qui t'attendent, qui, toi, te parlent tout particulièrement cette année? Pour la marque, c'est vraiment... ces 60 ans, ça va être un fil rouge, un petit peu. On a quelques lancements de produits aussi qui vont être qui vont ponctuer l'année comme ça et qui vont nous permettre, là aussi, d'être focus à certains instants de la saison. Et puis au niveau des athlètes, il y a pas mal. On sent que tu n'as pas trop le droit de parler des projets en question. Ouais, non, c'est normal. Ouais, non, c'est l'idée. Normal, c'est Lionel a balancé des trucs dans son épisode. Ouais, mais c'est le patron. Exactement. Et après, non, au niveau des athlètes, alors il y a plein de choses au niveau des athlètes, mais vraiment un événement qui va être chouette cette année, c'est la Diag, puisqu'on est 4 athlètes trail à aller sur la Diag. Donc je pense que ça va être un chouette moment aussi.
On va faire un petit bilan de cette collab Simalp aujourd'hui et ta contribution à ce que la marque a accompli ces dernières années. Est-ce que tu es là aujourd'hui, là où tu pouvais imaginer ou ne serait-ce que même rêver d'être il y a quelques années? Moi, si tu m'avais demandé en 2012 quelle sera la suite de l'aventure avec Simalp, jamais j'aurais pu te dire aujourd'hui ou dans 10 ans, je serai là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quelle date t'as marqué? Ma rencontre avec Lionel, elle m'a permis de faire 1000 choses dont j'aurais jamais soupçonné de. Tu vois, j'ai pu avoir la chance d'aller mesurer le Mont Blanc avec Simalp. Incroyable. Ouais. Il faisait combien quand tu l'as mesuré? Il faisait, sur la campagne de mesure d'il y a 3 ans, 4807,81 cm. Okay. C'est comme ça que je l'ai appris à l'école, 4807. Ouais, après il est monté à 4811 et là, sur la campagne de cette année, je crois 4806 ou 5. Il est mesuré tous les ans? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ok. Et quel lien avec Simalp, ça s'est fait comment? On a équipé les géomètres experts de Savoie et Haute-Savoie qui sont en charge de cette mesure. Ouais. Ce qu'est le team Simalp, que n'ont pas les autres, selon toi? L'humanité. Ouais, humanité. Ton plus gros challenge ou le plus gros challenge pour l'équipe? Continuer à grandir sans se mentir. C'est possible ça? Enfin, ce que tu disais, il y a une crise de croissance possible si demain tu as beaucoup d'athlètes? Non, j'espère qu'on se perdra pas. Et en tout cas, j'essaierai d'être le garde-fou de ça. Quels objectifs attendus là 2024 du point de vue des athlètes? Est-ce que tu as qu'est-ce qui est important de réussir? Qu'est-ce que tu aimerais, sur quelle date tu aimerais que vous soyez au rendez-vous, avec quel type de résultats? Là, il y avait les France qui viennent de passer, où nos athlètes avaient quand même des gros objectifs. On n'est pas si loin de la vérité que ça. Alors après, moi, c'est ce que je te dis, je leur fixe rien. C'est eux qui se challengent eux-mêmes. Nous, moi, en tout cas, je suis là pour les accompagner et qu'ils soient le plus performants possible. Mais sur les France de long, donc il y avait Rémi et Sabine. Rémi il fait 9. Il fait 5e. Ah, 5e, pardon. Non, je te dis une bêtise, 5e, c'était l'an passé. Oui, il fait 8. Il fait 8 et il fait champion de France M0, donc champion de France sa catégorie. Sabine fait 8 aussi. Sabine fait 8 aussi et elle est vice-championne de France M0, dans sa catégorie. Et Alexia qui était sur le trail court, pareil, donc là en catégorie, elle fait championne de France M1. Voilà, donc, pas mal, petite moisson. Oui, en tout cas, eux étaient contents, mais moi aussi. Et après, chacun a des objectifs différents. Moi, ce que je te dis, j'ai pas forcément d'attente. L'idée, c'est que chacun trouve son plaisir. Et si il a le plaisir dans son activité, il saura être performant. Et moi, mon rôle, c'est juste de les accompagner à ça. Mais toi, tu prends aussi du plaisir dans leur performance, je suis sûr. Mais dans leurs résultats, en tout cas. Carrément. Moi, j'aime beaucoup performer. Mais en tout cas, quand mes athlètes, je dis mes athlètes, mais quand ils performent, je suis le premier à être hyper content, à leur envoyer un message et à avoir leur sourire. Après, pour le moment, j'ai assez peu de temps d'aller sur les événements avec eux parce que je suis encore athlète et que j'ai un métier dans le tourisme qui me contraint à travailler beaucoup le week-end. Donc, j'aimerais être plus présent sur les événements avec eux. Je pense qu'à terme, on y viendra. Mais en tout cas, c'est générateur d'émotions fortes. La plus belle chose qu'on puisse te dire sur le team? Qu'on a envie d'y entrer. Et pas envie d'en sortir. Aussi. Ouais, clairement, ça fait envie. Et tu vois, là, on a diffusé quelques images de notre regroupement et j'ai eu plein de témoignages de ce type-là en disant franchement, ça fait envie chez vous. Tu aimerais me raconter quoi là, dans 5 ans sur le team? On est en 2029. Qu'est-ce que j'aimerais te raconter? Déjà l'histoire, un peu à la manière dont on l'a fait aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle histoire. Et après, qu'on reste une famille. Voilà, que cette histoire et cette notion de famille ne se soient pas perdues. On va finir avec toi, tes projets plus personnels, Flo. Donc tu nous as parlé de la Diag, ça c'est le grand rendez-vous. Ouais, ça sera le point d'orgue d'une belle saison parce qu'avant la Diag, il y a quand même de sacrés challenges. Alors je te disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de construire ma saison de manière intelligente, en tout cas j'essaie. J'ai débuté et lancé ma saison au Ventoux, avec des conditions qui étaient particulières. T'étais là? J'étais là, ouais, sur le 29, mais j'ai pas eu le pitot. T'étais sur le 46? Ouais, 46 qui est devenu un 42, mais ouais, c'était... Oui, exact. C'était particulier. Avec de la neige, ouais. 40 cm pendant la nuit, un peu plus même? Encore. Ouais, 80, 80 ouais, sur les congères, on avait 80. Après, moi, j'aime bien les conditions dures. Je suis un montagnard, donc je préfère quand c'est un peu rude et âpre. Ça me permet de tirer mon épingle du jeu.
Donc avant tout, là, à la fin du mois, j'irai sur l'Ardèche Trail à Desagnes. C'est un 57. Après, on est partenaire du Duo de l'Ermitage, qui est une course dans la Drôme en duo. Moi, j'aime bien cette notion d'effort en duo parce que ça me rappelle l'effort collectif. Et donc, souvent, on est présent en nombre. Cette année, ce sera un peu moins le cas, mais voilà, on courait en duo. C'est qui ton binôme ? Je cours avec Alexia cette année. L'année dernière, j'avais couru avec Marie Dorin. Chaque année, alors je cours plus avec les hommes parce que les hommes de mon équipe, ils vont trop vite pour moi. Tu sais, je vieillis. Donc voilà, je préfère courir avec mesdames. Alors d'une part, parce que ça me fait plaisir. Et chaque année, j'essaye de changer de partenaire. J'avais proposé cette année à Aurélie, qui rentre dans l'équipe, mais elle n'a pas voulu. Donc non, c'est qu'elle préférait courir avec une de ses athlètes de groupe d'entraînement, puisqu'elles sont coachées par Fartlek toutes les deux. Et je suis un team manager compréhensif, donc je lui dis pas de soucis. Quelle ouverture d'esprit, bravo. Tu pourras courir avec Flavie. Et donc je cours avec Alexia, et ça sera un remake de quelques années en arrière, puisqu'on avait déjà fait le duo ensemble. Après, on entre vraiment dans le gros de la saison, puisque fin mai, début juin, je vais sur la Mosarsan, on en a parlé tout à l'heure, en Autriche. Après, je pense le plus gros morceau de l'année, ça sera en juillet sur l'Ultra Trail du Beaufortin, enfin Ultra Tour du Beaufortin, pardon. Très costaud, ça. Ouais, 114 7002, donc là, c'est... Du bon ratio, ça. Ouais, c'est costaud. Et puis après la Diag. Et déjà, quand on aura fait tout ça, ça sera on passera un bon Noël. Ouais, exactement. Bien au chaud. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit réussie, ta Diag ? Mon challenge, il faudra que je regarde mes temps de passage, mais c'est un chrono. Ouais, alors c'est une course pleine, c'est se faire plaisir et te dire, je suis allé au bout de ce qui était possible. Quand je regarde sur l'édition de 2019, j'ai pas je suis très fier d'être arrivé au bout, et puis il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais j'ai un petit peu d'inaccompli. Ouais, j'ai un petit goût d'inachevé. Ouais. Dernière question du podcast, Flo, le motto de la fin. Donc c'est pas le mot de la fin, c'est une devise qui t'est particulièrement chère, donc qui peut être de ta création ou une devise existante. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager ? On l'a utilisé pendant longtemps. On l'a utilisé pendant longtemps chez Simalp. Après, c'est une devise qui est connue par beaucoup, et qui est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, qui pourrait être le mot de la fin. Et sinon, une devise en course qui peut servir à tout le monde, je vous la donne comme ça, les cadeaux, c'est si t'en chies, les autres aussi. Voilà. Pas mal. Ok. Ça on l'oublie, ouais. Souvent. Mais moi, je me la dis souvent, si t'en chies, les autres aussi. Voilà. Moi, ça va revenir. C'est souvent ça que je me dis. Ouais, ça dépend de la durée de la course. Tu crois que parfois ça revient pas ? Sur des courses courtes, il y a des moments où ça revient pas. Ouais. Ouais. Sur les courses longues, t'as plus de chances que ça revienne. Mais sur le court, moi, j'en ai pas vécu souvent, mais des courses dans le trou, et où tu te dis, je vais toucher le fond, ça remonte. Non, ça remonte pas. Il y a des fois où t'es resté au fond ? Ouais. Bon. Collé. On va pas finir là-dessus. C'est une note pas assez positive. Attends, ça va pas. Je peux te raconter une blague à Toto, mais j'en ai pas tout de suite là. Une course que t'as complètement inversée, où justement ça partait mal ? Une course où ça partait mal, comme ça. T'as puisé, t'as trouvé des ressources. Ouais, il y en a sans doute, mais mais c'est des courses, tu vois, c'était des petites courses, mais le Beaujolais, j'ai le souvenir d'une course à l'Ultra, je sais pas, UTBV, Ultra Tour du Beaujolais vert, quelque chose comme ça, où j'étais parti pareil, pas de jambes et tout, et puis finalement la course te permet quand même de revenir, et je crois que j'avais fini 5 ou 6e, quelque chose comme ça. Ça, c'est une note positive, tu vois. Je préfère qu'on finisse là-dessus. Mais même l'UTMB 2023, moi, c'est une course. Enfin, voilà, c'est ma course d'ultra distance la plus aboutie. Je me suis dit, en fait, d'une part, je suis arrivé sur la course apaisé, avec le sourire, tu vois, une ligne, t'es sur la ligne de départ, t'es apaisé, t'es pas fermé et tout ça. Et après, je suis parti en me disant, j'ai le défaut de partir vite, c'est la fougue de la jeunesse, même si je suis plus très jeune. Et cette année, je me suis dit, pars doucement. Et je me le suis répété 1000 fois. Et tu as réussi à l'appliquer. Je passe, je crois, les premiers ravitaux, là, en dessous du col du Bonhomme, je suis 280e ou un truc comme ça. Et après, tu fais une course par l'arrière. Alors, j'ai pas fait une Ludo Pomeray, mais je suis monté, enfin voilà, je finis 82, donc c'est quand même pas si pire. Il y a PSG Barcelone ce soir, donc c'est une journée de remontada. Tu peux utiliser le terme, même si c'est pas tout à fait celle du Ludo Pomeray, mais c'est quand même. Non, mais voilà, j'étais très content, et puis j'avais un objectif à 28, je suis à 27-30. Enfin voilà, quand t'es compétiteur, je trouve que dépasser tes objectifs, c'est vraiment chouette. C'est une appréciation relative, c'est ça qui est important, c'est pas en valeur absolue, c'est par rapport à soi. Exactement. À chaque fois. Je me compare jamais aux autres. Merci beaucoup Florian, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'être venu avec nous sur ton parcours de vie, sur ton parcours sportif, sur ton rôle aussi de team manager, ton lien avec Simalp aussi. On comprend à quel point tu es
engagé et investi durablement dans ce beau projet. Bravo pour ce que tu as accompli, ce que vous avez accompli jusqu'ici. Le chemin est très beau et pavé de belles histoires. Je te souhaite à Simalp ainsi qu'à toutes les parties prenantes. C'est tout un collectif, on l'a compris. Voilà, beaucoup de bonheur, c'est l'essentiel. Du succès, s'il y en a, c'est très bien. Et puis voilà, j'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser derrière un micro, sur une ligne d'arrivée ou une partie de beer pong peut-être, je sais pas. Ouais, autour d'une bière, je suis pas mal. Mais moi, je tenais vraiment à te remercier. Ça a été pour moi aussi un grand plaisir. J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir à nous écouter qu'on a pu le prendre à échanger. Voilà, et moi aussi, j'aurai grand plaisir à te recroiser prochainement. On a rendez-vous. Merci Flo. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.